1 heure d'introduction. Est-ce que vous voulez souffler? J'avais prévu de commencer avec vous. Est-ce que vous voulez... Est-ce que je respecte mon stratagème ou est-ce que on vous laisse un peu souffler? Alors j'y vais tout de suite. Donc la première partie, c'est un petit peu l'état des lieux qu'on va faire pendant une petite vingtaine de minutes pour savoir où on en est. Depuis 1988, chacun le sait dans cette salle, puisque nous sommes militants et intéressés par ces questions. Depuis 1988 et la constitution du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, on assiste à une prise de conscience profonde, intense, en dépit des résistances des eurosceptiques, des climato-sceptiques, et avec, peut-être que Pablo y reviendra, une réelle difficulté qu'il peut y avoir à admettre la réalité de ce que l'on découvre sur le terrain scientifique et à le faire passer dans une conscience commune. Je vous propose de commencer donc par un premier tour de table. Agnès, donc j'avais prévu de commencer avec vous. Vous parlez d'anthropocène dans vos travaux avec l'Institut Momentum, ce terme qui désigne, d'après ce que j'ai noté, une nouvelle ère géologique déterminée par l'accent central de l'humanité et caractérisée par l'accélération des techniques. Alors, ça chauffe, on le sait. À quel point, où en est-on, et peut-être pourquoi en est-on là? Bonsoir. L'anthropocène, c'est un néologisme très intéressant parce qu'il désigne notre époque comme une époque d'accélération rapportée à l'ensemble des époques de la Terre que les géologues ont nommées. Depuis 4,5 milliards d'années, il n'y a pas de géologue, mais il y a des dénominations des ères, des éons, des époques, des périodes successives sur notre planète. Officiellement, le nom de notre ère, c'est l'Holocène, H-O-L-O-C-E-N-E. C'est une période interglaciaire qui dure depuis environ 15 000 ans et qui succède à une glaciation qui a eu lieu donc environ il y a 300 000 ans et qui s'est prolongée, peut-être pas pendant 300 000 ans, mais à peu près, jusqu'à il y a 15 000 ans. Et il y a 15 000 ans, pour des raisons d'orbite de la Terre par rapport au Soleil, il y a eu l'entrée de notre planète dans une ère plus chaude qui a permis notamment aux nomades, aux chasseurs-cueilleurs, à une partie des nomades de notre planète, qui l'a peuplée depuis 1 million d'années environ, eh bien, les populations ont commencé à se sédentariser et à pratiquer une agriculture sédentaire et aussi à s'urbaniser, grâce à un climat relativement chaud sur notre planète. Or, il se trouve qu'avec le réchauffement climatique et la perspective d'une hausse de la température moyenne de 3 à 4 degrés d'ici à la fin de ce siècle, on est confronté à une accélération absolument sans précédent, notamment de la quantité de carbone présente dans l'atmosphère, qui n'a jamais été aussi élevée depuis 800 000 ans, d'après les registres des carottes glaciaires prélevées dans l'Antarctique. Bref, ce que nous disent les scientifiques, c'est qu'on va sortir de cette ère tempérée de l'Holocène pour aborder une sorte de terra incognita, une terre inconnue, une planète inconnue avec un climat inconnu. Car la dernière fois que la température a augmenté dans cette proportion, ça s'est passé au rythme d'1 degré par millénaire. C'était il y a environ 3 millions d'années, à l'époque du Pléistocène. Et à ce moment-là, il y a eu effectivement une fin d'ère glaciaire et un basculement dans une ère plus chaude. Mais il a fallu plusieurs millénaires pour que cette augmentation de température de 4 degrés se produise. Et à ce moment-là, l'Antarctique n'existait plus, les mers étaient beaucoup plus hautes qu'aujourd'hui. Il y a une climatologue qui s'appelle Valérie Masson-Delmotte, qui est paléoclimatologue, qui travaille sur les climats du passé
et qui, à travers des bulles d'air contenues dans les glaces, des carottages prélevés dans les carottes glaciaires, décrit justement le passé du climat de notre planète et s'interroge sur l'accélération en cours. Qu'est-ce qui se passe quand, en moins d'un siècle, la planète est susceptible de se réchauffer de 3 à 4 degrés, alors qu'une telle amplitude de réchauffement est tout à fait anormale à une échelle de temps aussi courte. Et je reviens à cette notion d'anthropocène, donc un néologisme forgé par Eugène Sturmer et Paul Crutzen, un géochimiste qui a observé la dégradation de la couche d'ozone et obtenu avec son équipe le prix Nobel d'ailleurs de chimie en 1995 sur ses travaux sur la couche d'ozone. Et observant la dégradation de la couche d'ozone, a eu la révélation du fait que l'humanité était en train de devenir une force géologique aussi puissante que des volcans, que des glaciations, que des chutes de météorites, que tous ces éléments naturels qui, dans les ères précédentes, avaient déclenché le passage d'une ère à une autre. Là, c'est l'humanité qui est en question comme une puissance aussi forte que les forces de la nature. Et donc ça pose des tas de questions aujourd'hui, pas seulement scientifiques, mais anthropologiques, politiques, économiques. Quelle est cette humanité? Qui est ce sujet humain? Est-ce que c'est l'humanité entière? Est-ce que c'est l'espèce humaine? Est-ce que c'est le sujet de la modernité occidentale? Est-ce que c'est le capitalisme? Est-ce que c'est le productivisme? Qui est responsable? Voilà. L'intérêt de cette notion, c'est à la fois de se représenter l'accélération en cours, de prendre la mesure de notre responsabilité et de prendre la mesure du caractère tout à fait exceptionnel de ce moment de notre histoire. Oui, c'est pour ça que je voulais que vous commenciez par placer le décor, planter le décor sur la gravité de la situation. Alors peut-être Bruno Rebel qui donc prenait les rênes en France puis en Europe des opérations de Greenpeace au moment où le protocole de Kyoto, qui est une des premières avancées, pour ne pas dire victoire, mais des premières avancées au niveau international du dialogue international sur les conseils et les éclairages du GIEC, voilà, vous arrivez aux affaires à Greenpeace au moment où les choses commencent à s'accélérer du point de vue de la prise de conscience. Alors peut-être pouvez-vous nous donner des points de repère en termes de température, en termes de ce dont on parle beaucoup dans les médias, c'est-à-dire on en est où? Est-ce que ça va vite? Ça s'accélère? Depuis quand? Et quelles sont les perspectives à ce niveau-là? Alors effectivement, moi j'ai rejoint, j'ai pris le poste de directeur de Greenpeace en France en novembre 97, une semaine avant la signature du protocole de Kyoto, et bien sûr je suis arrivé à mon bureau le lundi matin et une heure après j'avais des questions de journalistes me disant vous pensez quoi de ce qu'il a. Je vais vous dire tout de suite. La prise de conscience, c'est effectivement 88, c'est le G20. C'est pas inintéressant de se rappeler que c'est le G20 qui a instauré le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, en demandant à ce groupe de donner un avis scientifique sur un sujet dont on commençait effectivement à parler de plus en plus, dans la communauté scientifique beaucoup, un petit peu dans la communauté politique, pas mal dans le monde des ONG. Pour revenir à Greenpeace, vous savez, en 92, il y a le sommet de la Terre à Rio, qui était une grande conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Et Greenpeace a été une des organisations qui, à ce moment-là, avait vraiment mis l'accent sur le fait qu'il y avait ce phénomène du changement climatique qu'il fallait vraiment prendre en compte. Et c'est vrai qu'à Rio, c'est signé la première, c'est l'émergence de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. En même temps d'ailleurs que deux autres conventions, la Convention sur la biodiversité, puis une convention dont on parle beaucoup moins, qui est la Convention des Nations Unies contre la sécheresse et la désertification. Il y a eu trois grandes conventions signées à Rio à ce moment-là. D'ailleurs c'est intéressant de voir qu'elles ont progressé plus ou moins au même rythme, c'est-à-dire un rythme très très lent. À ce moment-là, on prend conscience du fait que, notamment depuis le début de l'ère industrielle, on a commencé à consommer beaucoup de charbon,
c'est essentiellement le décollage industriel avec l'utilisation du charbon, puis du pétrole et du gaz, qui ont, comme l'expliquait Agnès à l'instant, accéléré très considérablement la concentration de CO2 dans la haute atmosphère. Le problème du CO2, donc le gaz qui procède du brûlage du carbone, quand on brûle du bois, ça fait du CO2, mais quand on fait pousser un arbre, ça refixe du CO2. Donc c'est pour ça que pendant des années et des années, quand on avait une économie qui était fondée sur le bois essentiellement comme ressource énergétique thermique, il n'y avait pas de problème, puisque on avait une prédation de bois qui était compensée largement par le fait qu'on replantait des arbres. Simplement, quand on avait commencé à aller chercher du carbone fossile, du carbone qui était dans les entrailles de la Terre, du charbon d'abord, puis du pétrole, puis du gaz, et qu'on a transformé ce charbon, ce pétrole et ce gaz en énergie ou en produits, par exemple du plastique, des choses comme ça, ben on remet en circulation du carbone dans l'ensemble du cycle, et une partie de ce carbone finit en CO2, dioxyde de carbone, qui va s'accumuler dans la haute atmosphère. Et en fait, c'est ce CO2 qui fait une sorte de couche, un peu comme une vitre, si vous voulez, dans la haute altitude, et qui, comme quand vous êtes au soleil derrière une vitre, ça chauffe. Là, c'est exactement ce qui se passe. Et ce carbone, il va s'éliminer, ce dioxyde de carbone, il s'élimine très très lentement. Il s'éliminera, mais il faut, pour qu'il s'élimine progressivement et qu'on maintienne une température à peu près vivable sur la planète, il faut qu'on réduise très très considérablement nos émissions de gaz à effet de serre. Le protocole du Kyoto signé en 1997 disait les pays industrialisés, pour faire simple, s'engagent à réduire leurs émissions de 5% à l'horizon de 2010-2012, sur base de 1990, et devaient faire suite à ce protocole de Kyoto un autre dispositif pour prendre le relais après 2010. Il vous aura pas échappé qu'on est en 2015 et qu'il n'y a toujours pas de après 2010. Copenhague, c'était la conférence de Copenhague, la COP 15, qui devait décider de l'après Kyoto, et il n'y a pas eu de succès, il n'y a pas eu de texte qui soit sorti à ce moment-là, et donc on est toujours dans une espèce de flou aujourd'hui sur ce sujet-là. Pendant que les négociations continuent, les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter, et on est effectivement aujourd'hui dans une situation où on commence à toucher du doigt de manière très concrète, très précise, les impacts du changement climatique. Alors, on parle effectivement de la fonte des calottes polaires, antarctiques et arctiques, de la fonte du Groenland, d'une élévation potentielle du niveau des mers, mais on commence aussi à percevoir, y compris en Europe occidentale, des impacts bien réels du changement climatique. C'est notamment l'aggravation des phénomènes, ce qu'on appelle les événements climatiques extrêmes, les périodes de canicule et de sécheresse, la brutalité des pluies sur des périodes plus resserrées, une perturbation donc, du cycle de la pluviométrie, des éléments de recul du trait de côte, et c'est pas que à l'autre bout de la planète. On aurait pu montrer une photo d'un bâtiment, d'un hôtel en Gironde qui est interdit d'accès depuis maintenant 5 ou 6 ans parce qu'il va bientôt passer à l'eau, au sens propre du terme. C'est le même cas, enfin, il y en a des problèmes également en Picardie, enfin, c'est pas que à l'autre bout du monde. Et puis, de manière plus subtile, mais pas moins préoccupante, des impacts assez significatifs sur l'ensemble de la production agricole et forestière. Des gens qui se sont préoccupés très très tôt des impacts du changement climatique sur leur activité, c'est les viticulteurs. Parce que dans le Bordelais, par exemple, ils se rendent compte que si ça continue comme ça, la qualité du vin de Bordeaux va falloir travailler très très différemment pour la maintenir. Et pareil en Bourgogne, et tous les grands vignobles ont fait des études d'impact du changement climatique parce que ça devient une question d'argent très très significative. On pourrait passer comme ça en revue ces éléments-là pour dire que c'est pas juste enfin moi j'insiste sur le fait que c'est pas juste un truc qui préoccupe les pays subsahariens ou le Bangladesh qui effectivement si le niveau des eaux montait de 40 cm perdrait à peu près 60% de son territoire. Mais c'est aussi des choses qui nous préoccupent aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit détour par les événements dramatiques qu'on a connus. Alors, on ne va pas faire un lien direct entre ces événements dramatiques et le changement climatique, mais si quand même on n'était pas aussi dépendant du pétrole, dont une grande partie des gisements est dans cette région du monde,
on pourrait se dire qu'on n'aurait peut-être pas fait la guerre du Golfe, qu'on n'aurait peut-être pas mis le souk qu'on a mis dans cette région, qu'on ne serait pas dans la situation dramatique dans laquelle on est aujourd'hui. Merci. Merci. On va continuer l'état des lieux avec Christophe Ventura, qui, je vous l'ai dit, participe au monde diplomatique, qui a tiré récemment, avec Agnès Sinaï, d'ailleurs, l'impact du réchauffement climatique sur les mouvements migratoires au début de l'été, et également sur les océans. Vous l'avez évoqué à l'instant, mais sur la composition chimique et les mutations profondes qui se passent, et qui là aussi révèlent une ampleur du phénomène dont on n'a pas forcément conscience dans le débat public, en tout cas tel qu'il est retransmis par les médias. Christophe ? Merci et bonsoir à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Effectivement, quand Nicolas Voisin m'a parlé de la préparation de cette soirée, on a discuté du fait que lorsqu'on s'intéresse un peu à suivre à la fois les négociations depuis un certain temps et puis les débats qui agitent l'opinion publique en France et au niveau international sur le changement climatique, autant il y a un niveau de conscience qui s'est largement élevé dans le monde par rapport aux menaces climatiques, et en particulier à la question des gaz à effet de serre, et c'est une très bonne nouvelle, même si le chemin à parcourir reste immense, autant on se rend compte que le parent pauvre, à la fois des négociations de la convention elle-même, et puis des débats publics, c'est l'autre menace, que moi j'ai appelé un papier comme ça, l'autre menace, qui est la menace océanique. Parce que le problème des océans, c'est pas malheureusement que la question de l'élévation du niveau de la mer, qui va causer des désastres divers et variés tout à fait terribles, mais c'est encore autre chose de presque plus grave, j'ai envie de dire, pour être un peu provocateur, que le changement climatique lui-même. Parce que de quoi on parle? L'océan, je vais dire quelques banalités, vous savez que c'est 70% de la surface de notre planète. C'est notre principal écosystème, en fait, tout simplement. C'est la moitié de l'oxygène que nous respirons, qui est produit par les océans. C'est quasiment un tiers, un peu moins, 28% pour être précis, je crois, d'absorption précisément de ces fameuses concentrations de CO2, de carbone dans l'air. C'est les océans qui l'absorbent, et donc les océans ont de fait un rôle qu'on ne dit pas assez souvent. Les océans ont un rôle de modération, naturellement, mécaniquement, de réduction. Ils atténuent en quelque sorte déjà pour nous les effets du réchauffement climatique. Et cela depuis la nuit des temps, si je puis dire, à tel point que dans la dernière période, on sait que c'est les océans qui ont capté plus de 90% des excès d'émissions de gaz à effet de serre, déjà. Donc, c'est une mécanique huilée, fragile, qu'il faut suivre de près. Le problème, c'est qu'on est en train de la déglinguer, cette mécanique, avec le réchauffement climatique. Parce qu'évidemment, ce réchauffement climatique, lorsqu'il se traduit par une augmentation de la concentration de carbone dans l'air, évidemment, ça demande aux océans d'absorber toujours plus de ce carbone. Ce carbone est absorbé par les océans et il produit une acidification des eaux. Et cette acidification est désastreuse parce qu'évidemment, peu à peu, elle détruit tout simplement les espèces de la vie marine. Au point que, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de la très sérieuse commission Océan Mondial, dit qu'aujourd'hui, on est déjà à un stade sur nos océans où on approcherait de l'époque qu'on a appelée la grande extinction dans l'ère du Permien, il y a 250 millions d'années, lorsque quasiment 95% des espèces qui vivaient à l'époque dans les eaux avaient été détruites à cause de ce type d'effet. Alors oui, une petite incise, parce qu'évidemment on a bien compris que la question du réchauffement climatique, c'est pas finalement le fait que le réchauffement climatique aboutirait à quelque chose de dangereux pour la planète. La planète, elle peut très bien vivre, on le sait, avec des réchauffements climatiques. Le problème, c'est nous. C'est les effets que le réchauffement climatique a, en particulier sur l'humanité, sa civilisation et ses sociétés, avec toutes les conséquences politiques, sociales, etc., par ailleurs, que ça peut induire. Donc, parenthèse refermée, donc il y a 250 millions, il y a déjà le même problème. Aujourd'hui, d'après le dernier rapport de la Commission Océan Mondial, nous serions quasiment au même stade de développement, au même stade de danger, de destruction des espèces. Alors évidemment, on voit les conséquences dramatiques. Rappelons aussi que les océans dépendent 3 milliards d'individus sur Terre. 3 milliards d'individus sur Terre tirent leur subsistance des grandes eaux. La mer, les océans, c'est 350 millions d'emplois directs au niveau mondial, par exemple. Etc. Les statistiques pourraient être multipliées comme ça, mais pour bien comprendre qu'il y a déjà une économie de la mer, des océans,
qui est en danger, parce que si toutes les espèces s'éteignent, évidemment, eh bien, derrière, c'est toute la chaîne de la vie qui prend un coup direct. Je ne parle même pas à cette étape des effets additionnels de la surpêche, de la surexploitation des ressources naturelles. Il faut savoir qu'une bonne partie du pétrole, je crois que c'est, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme, pareil, une vingtaine de pourcents, j'ai noté, pardonnez-moi, du pétrole mondial qui est déjà extrait des océans, en offshore. Bref, tout ça est en danger de mort, tout simplement. Donc, cette menace océanique, elle est bien réelle, et on doit aussi prendre en compte le fait que cette acidification, plus le réchauffement climatique, ont un troisième effet qui se coule, si j'ose dire, dans les océans, c'est que ça produit la raréfaction de l'oxygène dans l'océan. Déjà, tous les calculs corroborent l'idée que dans les années qui viennent, au scénario dans lequel on est, les océans vont perdre entre 1 et 7% d'oxygène. C'est énorme à l'échelle des océans et de l'eau, parce que là aussi ça contribue à l'extinction des espèces. Donc, il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça, mais qui ne sont pas discutées, ou très peu, dans le cadre de la négociation. Et ça, c'est un problème, et donc, le seul travail qu'on peut faire aujourd'hui, déjà, c'est d'alerter et de faire le même travail qui a été fait depuis des années sur le réchauffement climatique, c'est de lancer des vigiles, une vigilance forte, et de faire comprendre et d'augmenter la conscience, comme je disais, l'opinion publique sur ces questions de l'océan. J'ajoute enfin, pour faire le tableau, la question des eaux qui n'ont aucune régulation. C'est 65% des océans qui ne dépendent d'aucune réglementation mondiale. Aucune. Et c'est là évidemment que tout se passe. Surpêche, surexploitation, pollution. On pourrait passer un certain temps à parler des fameuses colonnes de plastique qui sont en train de s'amonceler dans les océans. Parfois, quasiment, certains parlent d'un continent plastique. Tout ça s'ajoutant aux effets que j'ai indiqués. Donc, vraiment, le tableau est assez noir, hein, je dois l'admettre. Je ne viens pas là, en tout cas avec ce tableau, avec des choses qui sont très optimistes. Non, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Et je disais au départ, peut-être que cette menace océanique est-elle plus grave encore que la menace océanique, climatique, pardon. Et en tout cas, l'une est directement associée à l'autre. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Il y a des solutions. Il y a des solutions qui existent. Évidemment, la fin de la surpêche, la nécessité de réglementer les zones hors réglementation de haute mer, en quelque sorte. Vous savez que les États ont des eaux territoriales, et passer ces zones territoriales, on rentre dans les zones de haute mer, et là, c'est l'anarchie la plus totale. Évidemment, il faut se battre pour que les traités internationaux et les réglementations s'appliquent dans ces eaux internationales. Il faut certainement développer des financements aussi. Il y a un fonds vert qui est en gestation, même s'il n'a pas du tout les financements promis lui aussi dans le cadre de la négociation climatique. Il faut certainement mettre en place des financements publics, mais de type mondiaux cette fois-ci, qui permettent de gérer l'océan pour ce qu'il est, c'est-à-dire un bien commun de l'humanité qui nous permet d'exister tout simplement en plus et à côté du climat. Donc voilà pour la présentation. On reviendra peut-être plus tard après dans le débat sur comment intégrer ça aux problématiques et disons aux mouvements sociaux en général qui travaillent sur toutes ces questions. Merci Christophe, si j'ose dire, pour ces informations. Je ne sais pas si Pablo va éclaircir le tableau qui nous a fait partir du cadre général donc de l'Anthropocène, de cette emprise de l'humanité sur, voilà, d'une façon comparable à un phénomène géologique, le réchauffement climatique, mesuré, quantifié, clairement identifié, mais face auquel l'humanité ne semble pas être encore en mesure de répondre d'une façon conséquente, l'impact sur les océans, sur la biodiversité et l'effondrement de certaines espèces dans les océans. Pablo, vous avez écrit, je l'ai dit en votre absence tout à l'heure, un livre qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer », que j'ai lu avec effroi, mais dans les vidéos que vous avez faites et mises en ligne, vous nous prévenez qu'il faut passer par ces chocs-là, par les points « Oh my God », c'est-à-dire ces moments où il y a des réalisations d'étapes et qu'il faut bien digérer avant de repartir vers ce qu'on abordera peut-être à la fin, un petit peu de résilience pour redémarrer. Voilà, pouvez-vous peut-être apporter en complément un éclairage sur les effondrements auxquels la planète, et plus exactement l'écosystème dans lequel l'humanité se développe, on fait face. Oui, merci, bonsoir. Je tiens d'abord à préciser que c'est pas un livre pessimiste, non, c'est vrai. C'est ni un livre optimiste, c'est un livre lucide et bienveillant
paradoxalement. Et il est sorti en avril et la grande majorité des réactions qu'on a sont très positives. Alors je vais essayer on a peu de temps, mais d'expliquer pourquoi. C'est moi ça. Pardon. Alors on a eu l'Anthropocène, la grande accélération, on est dedans. On a eu le climat, les océans. J'ai envie comme un tableau impressionniste, de donner encore quelques petites touches et de prendre du recul pour voir quel tableau se dessine. On va essayer de sortir un peu des détails. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Raphaël Stevens, le co-auteur. Ça fait 4 ans maintenant presque 4 ans qu'on est dans ces thèmes très très durs. Et des oh my god points, des points oh my god, des points oh la vache, de stupeur, d'effroi. On en a passé plein. C'est comme une transition intérieure, on choque, la vie bascule, on se rend compte, moi j'en ai eu un incroyable, je suis agronome, je me suis rendu compte que toute ma nourriture dépendait du pétrole. Tout. Moi, si j'ai plus de supermarché et de voiture, je meurs en quelques jours. Je sais pas vous, mais ça fait des années que j'y travaille et j'arrive toujours pas à me libérer de ça. Je dépends totalement du pétrole. Aujourd'hui, notre système industriel transforme du pétrole en nourriture et de la nourriture en humain, de manière industrielle. Ça, c'était un point oh my god. Waouh, j'en ai peur. Non mais, c'est sérieux, on peut plus l'oublier quoi. Et alors, on est devenus en quelque sorte des passionnés du collapse, des geeks du collapse. Avec Raphaël, on a accumulé des centaines d'articles, des dizaines de livres. On s'est dit, il faut transmettre ça, c'est fou. Alors c'est dur à avaler, mais à deux, on s'est un peu entraidés, on s'est soutenus. Alors, l'accélération, j'aime bien prendre, je ne peux pas m'étaler, mais rapidement, pour vous marquer les esprits, c'est la métaphore de la voiture qui est la plus utile. On entend souvent que notre société va droit dans le mur. C'est faux. On ne va pas droit dans le mur. Et on a voulu préciser cette métaphore. Notre voiture, qui est notre civilisation industrielle, ou thermo-industrielle, comme dit Yves Cochet, eh bien, elle accélère, comme l'a dit Agnès. Elle accélère. D'accord ? C'est pas juste, elle va de plus en plus vite, elle accélère de manière exponentielle. C'est absolument hallucinant l'exponentielle. Une fois qu'on commence à voir les effets d'une exponentielle, il est trop tard. 2, on a un gros problème, c'est le problème du réservoir d'essence. On n'est pas face à un mur, on est face au fait que notre réservoir d'essence est vide. En fait, vous connaissez la théorie du pic pétrolier. En fait, c'est plus qu'une théorie, c'est un fait. Quand on commence à creuser, ça va très vite, on sort beaucoup de pétrole ou de minerais, puis à un moment, la production stagne, c'est le pic, le haut de la courbe, et puis ça diminue. Si vous réfléchissez bien, aujourd'hui, c'est officiel, au pic pétrolier de pétrole conventionnel, ça a été passé en 2006-2007, bon, ok, on est en haut de la courbe en cloche. Si vous réfléchissez, on est en haut de la courbe, ça veut dire qu'il y a encore la moitié. D'accord ? Il y a encore la moitié du pétrole et du charbon et du gaz dans les sous-sols. Et effectivement, les réserves prouvées, on n'a même pas besoin de prospecter, c'est prouvé, c'est gigantesque. Alors là, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, on va dire. La mauvaise nouvelle, c'est que si on extrait tout ce carbone et on le brûle, comme on a l'habitude de le faire, eh bien on explose le climat. Donc ça veut dire, une dernière étude qui dit, si un tiers de ce carbone, si on le brûle à la vitesse actuelle d'extraction et de combustion, on va vers une trajectoire en moyenne à plus 16 degrés, ça veut dire plus 30 au pôle, ça veut dire que on est cuit, donc même la transpiration de nos corps ne pourra pas nous maintenir à 37 degrés, c'est la fin de la majorité des espèces vivantes sur Terre. Alors je vous rassure, c'est la bonne nouvelle, on n'arrivera pas à extraire tout ce carbone. Pour des raisons thermodynamiques et économiques, je vous passe les détails, c'est dans le livre, mais donc cette deuxième moitié du carbone, des énergies fossiles, va rester dans les sous-sols. On n'a plus la force de l'extraire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le problème du réservoir d'essence, donc des limites de notre civilisation, des limites infranchissables, pas créer de l'énergie à partir de rien, en tout cas pas encore, c'est que sans réservoir, on s'arrête, la voiture s'arrête. Okay ? Ça veut dire que c'est un effondrement financier, économique, peut-être politique et social de notre civilisation. Ça, on pourra en détailler après, peut-être pas. En tout cas, on le fait dans le livre.
Le deuxième problème auquel on fait face, c'est pas un mur, c'est qu'on est sorti de la route. Nous sommes sortis de la route. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec notre puissance thermo-industrielle, on n'a jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui, évidemment, on est tout en haut de la courbe. On est extrêmement puissant et paradoxalement, on est très vulnérable. Pourquoi ? Parce qu'on s'est coupé l'herbe sous le pied. On a déstabilisé les grands systèmes complexes, les grands systèmes naturels qui sont la base de notre vie, c'est-à-dire le climat, la biodiversité, le cycle du carbone, le cycle de l'azote, le cycle du phosphore. Comme l'a dit Agnès, on est devenu une force géologique majeure, on a déstabilisé tout ça, c'est un fait, c'est tout, c'est irréversible, on ne peut plus revenir en arrière. Si bien qu'on n'est pas face à un mur, mais ces systèmes, on les a fait basculer, ils ont passé des seuils de non-retour, des points de non-retour, et c'est ça la sortie de route. Aujourd'hui, notre voiture dévale la pente dans le brouillard, avec des obstacles imprévisibles, on accélère, et le conducteur accélère, il dit plus de croissance, il faut accélérer. Et qu'est-ce qui se passe si on arrête d'accélérer ? Si on se dit, bon, allez, on arrête les bêtises, là c'est la COP21, on arrête tout, on arrête d'extraire des énergies fossiles, d'ailleurs il y a des pétitions pour ça. Qu'est-ce qui se passe si on arrête d'extraire des énergies fossiles ? On n'a plus de carburant. Vous savez que le pétrole c'est extraordinairement puissant. Un plein d'essence, en équivalent énergie, un plein d'essence 40 litres, c'est 4 ans de travail humain en énergie. Une personne qui travaille pendant 4 ans développe autant d'énergie qu'un plein d'essence. Eh bien si on arrête ça, c'est l'effondrement de notre civilisation thermo-industrielle. Okay, on arrête les bêtises, on sauvegarde un peu le système Terre, et bien ça s'effondre. Si on dit à la COP, bon, on s'en fout, on continue le moteur, on y va à fond, il faut de la croissance, des emplois, de l'économie, tout ça, on y va, et bien qu'est-ce qui se passe ? On déstabilise les seuils, on sort encore plus de la route. Qu'est-ce qui se passe ? Le système Terre se détraque et en retour, il fait s'effondrer la civilisation thermo-industrielle et peut-être plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être même l'ensemble des espèces vivantes sur Terre. Donc on est coincé. On est coincé. Quoi qu'on fasse, c'est l'effondrement de notre civilisation. Dans les années qui viennent, nous allons le vivre de notre vivant pour les générations présentes. C'est ce qu'on dit dans le livre. Et tout le... et je dis ça en tremblant, mais tout la proposition du livre, c'est de dire on peut plus y échapper, acceptons-le, essayons de vivre avec, et c'est là que tout commence. Voilà. Je n'ai pas été trop long, et je suis en choc parce qu'à chaque fois je reviens, voilà. Et maintenant le débat, tout consiste à sortir du choc et à voir comment on peut faire pour vivre avec. Alors, comme on a un petit peu de retard, moi ce que je vous propose, c'est que sur ce premier état des lieux, vous échangez, je n'interviens plus, en intervention courte s'il vous plaît, et puis si vous pouvez déjà anticiper sur la deuxième partie qui est celle de la COP21 Quesaco, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qui l'a fait et qui ne l'a fait pas, voilà, si vous pouviez déjà mordre un petit peu le trait sur la deuxième partie, ça m'arrangerait bien.